Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation, au numérique et à la tech responsable. On est tous concernés de près ou de loin. La guerre est parfois à quelques kilomètres de nos frontières. Alors dans ce contexte, comment le numérique permet-il d'anticiper les menaces et de renforcer la sécurité? Quels sont les usages numériques les plus critiques pour les forces aériennes et spatiales? Et quelle place reste-t-il à l'humain dans ces systèmes toujours plus automatisés? On vous dit tout dans quelques instants dans le numérique pour tous sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans un contexte où les menaces évoluent rapidement et où le numérique transforme profondément la défense, comment l'armée de l'air et de l'espace s'adapte-t-elle à ces nouveaux enjeux? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le général Dimitri Luciani, officier général au numérique de l'armée de l'air et de l'espace. Mon général Dimitri Luciani, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Voilà. Alors, on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous. Comment définiriez-vous le rôle du numérique dans la défense moderne? Alors, le numérique dans la défense moderne est devenu absolument central. En fait, on parle de levier d'efficacité opérationnelle et aussi de moyens de maintenir en fait la supériorité opérationnelle. Alors, comment l'expliquer? On est passé de systèmes d'armes, d'aéronefs, de systèmes de batteries antimissiles, de batteries de défense solaire, dans lesquels il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'informatique, ou très peu. Progressivement, on a commencé à mettre du numérique et de l'informatique dans ces systèmes-là, et aujourd'hui, on arrive à un niveau de conception où on considère qu'en gros, pour donner une image, on fait voler un ordinateur ou on met l'ordinateur au centre du système. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, tous nos systèmes d'armes, en fait, que ce soit des aéronefs ou des systèmes solaires, des batteries ou des centres de détection, enfin des moyens de détection et de contrôle, font partie demain d'un réseau intégré qui nous permet, depuis la métropole jusqu'en théâtre d'opération extérieure, de connecter l'avion qui est en opération au centre de commandement qui est en métropole. Alors on va en parler. Alors vous insistez beaucoup sur le retour de ce que vous appelez la haute intensité en période de guerre. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour nos auditeurs? Définissez-nous la haute intensité. Alors, il s'agit bien d'un retour à la haute intensité. C'est-à-dire qu'on a continué à s'entraîner depuis la Seconde Guerre mondiale à la haute intensité, mais depuis des dizaines d'années, les armées françaises, enfin, surtout l'armée de l'air et de l'espace, ne s'est jamais retrouvée face à des opposants disposant d'armées aériennes en quantité, qualité suffisante pour des affrontements en fait des aériens de haute intensité. Là, on observe depuis quelque temps, depuis 2-3 ans, avec le conflit entre l'Inde et le Pakistan, plus récemment le conflit entre Israël et l'Iran, on se retrouve avec des masses d'aéronefs qui affrontent d'autres masses d'aéronefs avec des affrontements violents, intenses, et donc on revient sur cette logique de haute intensité qui est non seulement en termes de volumétrie, de brutalité de l'affrontement, et aussi en termes d'intensité, c'est-à-dire de rythme auquel les opérations s'enchaînent. Donc concrètement, il y a de plus en plus de choses dans le ciel, et on parle peut-être même de saturation du champ de bataille, notamment avec les drones. C'est vraiment un bouleversement, les drones? Il ne faut pas le prendre à la légère? Ah non, du tout. Les drones, c'est une nouvelle donnée qui est assez récente. On peut voir l'Ukraine, l'évolution rapide en plus du concept d'emploi des drones et de la technologie des drones. On a une mutation en gros tous les 6 mois. En fait, le drone va apporter plusieurs choses, des modes d'action un peu différents, mais en termes de saturation, on va permettre de faire voler en même temps, à côté des aéronefs de combat, de faire voler des drones armés et de multiplier, en fait, ce qu'on appelle un effet de masse, multiplier le nombre d'effecteurs, enfin de cibles potentielles à gérer en même temps. Quelles fonctionnalités peuvent avoir les drones, par exemple? Lâcher une bombe, oui. Entre autres? Lâcher des bombes, faire du renseignement aussi, pas beaucoup. Alors, si on raisonne plutôt dans le gigue de Rennes, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au-dessus de l'Ukraine, notamment ce que font les Russes, on a vraiment des stratégies de naissance de drones, de plusieurs centaines de drones qui attaquent simultanément, par exemple, la capitale, avec des stratégies de plus en plus élaborées, avec des axes de pénétration différents. L'idée, en fait, c'est de saturer les défenses aériennes, anti-aériennes plutôt adverses, et d'avoir des stratégies qui permettent de perdre du temps en fait, analyser et surtout l'intention en fait de l'attaquant. Alors dans ce contexte-là, le numérique prend de plus en plus de place avec toute la data qu'il génère. Expliquez-nous comment vous en servez au quotidien et à quoi ça sert précisément. Alors la data, ça va être la capacité. On a des tonnes de données depuis longtemps, des gisements comme on dit. La data, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va récupérer ces données, on va les valoriser, c'est-à-dire qu'on va les massifier, les intégrer, les croiser. Donc on a des données systèmes d'armes, de radar par exemple, des données images qui sont prises par des capteurs, satellites ou optroniques embarqués sur les avions. Toutes ces données-là, on va les croiser et ça nous permettre rapidement
d'identifier des objectifs, des cibles potentielles. Ça, c'est la technique. Ce que va nous permettre le numérique derrière, c'est la vitesse à laquelle on va être capable d'analyser et de rafraîchir en fait comment dire, l'image, la visualisation, enfin, on appelle ça la picture chez nous, mais la vision du champ de bataille. Voilà. Donc, un pilote, prenons le cas concret d'un pilote des temps d'avant et un pilote aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez pouvoir embrasser un territoire beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'informations, là où sont les risques, etc. Et ça va lui permettre de prendre une décision plus rapidement. C'est un peu comme ça si on se dit ce qui se passe concrètement pour. C'est l'objectif. En fait, la donnée, donc, on arrive à présenter, à identifier des cibles, à les catégoriser, c'est-à-dire entre niveau de menace. Et là, on arrive à une autre étape de la valorisation de données, c'est l'intelligence artificielle qui va être capable, en fait, d'analyser ces données et de proposer au pilote dans son cockpit des décisions à prendre. Voilà. Et donc, par exemple, de classer les menaces qu'il voit sur son écran dans l'avion, son cockpit, de classer les menaces en fonction de leur dangerosité pour lui, ou de lui présenter les cibles qu'il doit traiter. On parle par exemple de bombardement. Alors ça veut dire qui prend la décision aujourd'hui? Est-ce que le pilote est télécommandé par les ordres de la Terre, on va dire, ou c'est lui-même qui a le mot de la fin? Dans l'armée française, et dans l'armée et de l'espace en particulier, la décision revient toujours à l'humain. Donc on parle bien d'aide à la décision, et l'aide à la décision est élaborée avec des schémas de pensée qui sont prédéfinis. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui interprète comme elle le souhaite, il y a un entraînement de l'IA qui est fait pour obtenir un résultat donné. Donc, j'ai une certaine situation, on va apprendre l'IA à présenter, en fonction de critères humains, la menace la plus pertinente ou l'info la plus pertinente. L'idée, c'est dans la masse d'informations que doit gérer un pilote aujourd'hui, c'est de lui faire ressortir ce qui est le plus important pour lui. Imaginez qu'il a un cockpit, il vole très bas, il vole à une vitesse très élevée, il a énormément de choses à gérer en même temps, et l'IA va lui présenter l'info la plus importante pour lui, la plus utile. Alors, mon général, dans les médias, l'attention est souvent focalisée sur l'Ukraine. Est-ce que c'est le seul conflit réellement structurant aujourd'hui pour les armées occidentales? Alors, les armées occidentales, je ne pourrais pas parler pour toutes, mais pour l'armée de l'air et l'espace, on a tiré beaucoup d'enseignements, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les conflits que j'ai cités précédemment, notamment entre l'Inde et le Pakistan, et Israël et l'Iran. Il est intéressant de voir les tactiques employées, la doctrine en fait, et l'utilisation de l'arme aérienne. C'est ça notre sujet, on raisonne. Et les deux conflits, qui sont de nature différente, les modes d'action sont différents, sont extrêmement intéressant pour nous. C'est-à-dire que ça vient valider des concepts qu'on avait déjà, et où ça vient donner certaines idées sur la manière dont ils ont procédé, où on tire ce qu'on appelle un retour d'expérience sur les parties qui ont été peut-être les moins efficaces, on va dire. Alors, vous parlez du concept de signalement stratégique. Expliquez-nous en quoi ça consiste et pourquoi c'est important que la France entraîne ses armées à l'autre bout du monde. On peut se dire, restons sur nos territoires, là où la menace est proche. Alors, le signalement stratégique, l'idée, c'est de montrer à nos compétiteurs, on ne parle plus d'ennemis aujourd'hui, on est sur des compétiteurs, de leur montrer notre savoir-faire, notre niveau opérationnel, d'entraînement et notre capacité à agir. Donc le signalement stratégique, ça peut être par exemple, comme on fait chaque année, l'exercice Pégase, qui est un exercice de projection de puissance, projection de force, à l'autre bout de la planète. L'idée, clairement, derrière, c'est d'expliquer que même sur nos territoires outre-mer ou nos départements d'outre-mer, on est capable d'intervenir en quelques heures avec des avions d'armes, armés, et en arrivant sur zone, de passer sous la coupe d'un chef militaire qui est sur la zone, qu'on appelle les commandements de la force, et de délivrer en fait de l'armement, ce qu'on appelle... Et aujourd'hui, qui est le mieux équipé, si on est en mesure de le dire? Est-ce que c'est la puissance américaine? Est-ce que c'est la Chine, l'Inde, la Russie? Alors, les Américains, clairement, mais on est dans une poignée d'armées de l'air mondiales capables de faire ça. D'être capable de projeter aussi loin en si peu de temps, avec tout, parce qu'il y a l'avion de chasse, la capacité du pilote à voler pendant des durées extrêmement longues. Vous imaginez, dans un cockpit, il n'y a pas moyen de se dégourdir les jambes. Voilà. Donc il y a un entraînement, il y a une préparation physiologique à ce type d'épreuve, en fait. Et tout en arrivant après des heures de vol, fermé dans son cockpit, et être capable de rester au niveau d'audience suffisant pour mettre en œuvre son système d'armes, son avion qui est extrêmement sophistiqué. Il y a aussi derrière le ravitaillement en vol. Il y a les avions qui accompagnent avec la maintenance, toutes les pièces de rechange, les mécanos. Enfin, c'est toute une logistique qui est embarquée derrière. Donc la combinaison de cet ensemble d'effets, il y a peu d'armées dans. Expliquez-nous, on a récemment entendu dans les médias parler des kits de survie. Parfois, on aime bien se faire frémir avec la Troisième Guerre mondiale. Pour vous, il y a une vraie menace ou alors on aime à se faire peur? Alors, l'état du monde, il n'est pas nouveau. C'est clair. Voilà, donc on a eu les dividendes de la paix en France. On a cru que la guerre était lointaine.
Dans les années 90, il y a le conflit en Yougoslavie, hein, c'est proche de nous. Là, maintenant, on est à l'Ukraine, qui est pas... Le vol de l'oiseau de Paris est quand même assez proche, notamment si on raisonne en termes de durée de vol. Moi, la réponse que je peux donner à ça, c'est que l'armée de l'air et de l'espace s'entraîne tous les jours pour défendre la France et les Français. Hein, on a 3 missions permanentes. La première qui est qu'on appelle la police du ciel, donc H24. On a une surveillance de l'espace aérien français et la capacité de faire décoller en quelques minutes un avion de chasse armé qui va être capable d'intercepter un avion qui aura un comportement, on va dire, hostile ou en tout cas analysé comme potentiellement dangereux. On a la mission de dissuasion, donc la composante aéroportée, où on garantit, et ça c'est extrêmement important, on garantit que même après avoir été frappé en premier sur le territoire national conçu comme un sanctuaire, est capable de riposter, même après un premier. Donc s'il donne une garantie pour un éventuel compétiteur ou attaquant, qu'on sera capable de riposter à la hauteur de l'attaque qui nous a fait subir. Et puis on est le troisième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le signalement, un des signalements qui est le nôtre, et la projection de puissance, c'est ce qu'on appelle la projection, et être capable d'intervenir quasiment à tout point du globe, sous faire pareil. En général, 30 secondes pour conclure, parce que derrière tout ça, l'humain est fondamental. On a parfois le sentiment que vous êtes un peu un groupe un peu loin du monde, etc., très secret, etc. Néanmoins, l'armée de l'air et l'armée recrute. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux futurs recrues et aux gens qui veulent vous rejoindre ? Dire que tout jeune Français, quel que soit d'où qu'il vienne, en fait, est à sa place dans l'armée de l'air. L'armée de l'air a une mission républicaine, enfin l'armée de l'air et l'espace, comme les armées, a une mission républicaine d'intégration, de creuser la République. Et j'en suis la preuve, on peut rentrer avec le bac et finir général de brigade dans l'armée de l'air. Donc voilà, on permet aux gens, on les prend, les jeunes Français, pour ce qu'il est. On va mettre en valeur ses qualités et on va le former. Et pour revenir sur le numérique, on recrute aussi, c'est son domaine, on recrute aussi des jeunes talents. C'est noté, le message est bien passé. Merci mon général. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On parlera de l'impact du numérique à nouveau sur nos forces de défense, les nouvelles technologies qui transforment l'armée et la manière dont elles changent la sécurité et la prise de décision. Le numérique pour tous spécial IA et défense. Ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale défense et numérique, il est vice-président stratégie et marketing en charge de l'innovation pour le groupe Thales. Nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Rangoni sur le plateau de Sud Radio. Gabriel, bonjour. J'ai envie de vous poser une question cash aujourd'hui. Aéronautique et intelligence artificielle, pourquoi les deux font un mariage parfait ? Il faut un mariage parfait parce qu'en fait, c'est une école de la rigueur, l'aéronautique. Il faut réussir à faire des systèmes qui intègrent l'IA, qui sont d'une fiabilité extrême. Il faut qu'un avion puisse voler. Un avion qui intègre l'IA doit voler des milliers d'années en fait sans incident. C'est d'une difficulté complexe et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut réussir à commencer à faire correctement. Alors on va commencer en rentrant dans le vif du sujet. La menace terroriste aérienne, elle nous concerne tous dans la vie civile. Dans quelle mesure on peut justement être protégé ? Vous parlez peut-être de drones. Tout à fait. On visualise ça très bien. Tout à fait. Qui pourraient menacer des grands événements, par exemple. On peut se protéger avec des systèmes de protection qui mêlent à la fois des radars pour détecter ces menaces drones, des instruments qui vont permettre de les suivre, de les identifier et ensuite de les neutraliser. Je vais vous donner un exemple assez visuel. Aujourd'hui, on peut utiliser des drones qui eux-mêmes vont intercepter des drones d'attaque, par exemple en les capturant dans un filet. D'accord. Et vous parliez de dôme de protection, ça, par exemple, quand il y a un concert, on le voit pas, mais il y a effectivement un dôme qui va protéger le stade ? C'est-à-dire qu'on a toute une zone autour du stade qui va être surveillée en permanence par des instruments qui vont être capables de détecter des petits objets comme des drones et de pouvoir ensuite intervenir. Donc oui, ça crée une sorte de bulle de protection qui protège les personnes en dessous. Alors ensuite, les missiles, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien, mais ils sont de plus en plus performants, ils peuvent traverser un océan concrètement. Comment le numérique intervient pour piloter justement ce genre d'outils ? Les missiles peuvent aller très vite et très loin. Donc généralement, on peut prendre à quelques minutes, à quelques dizaines de minutes pour réagir sur des très longues distances. Donc là, c'est pareil, il faut en fait avoir plusieurs moyens de détection, de surveillance qui vont se coordonner les uns les autres. On peut faire à la fois de la surveillance satellite, de la surveillance radar, et tous ces moyens vont détecter et suivre la menace pour anticiper sa cible et pouvoir ensuite réagir. Là aussi, pour la réaction, il faut coordonner les moyens, il faut pouvoir choisir le moyen de défense,
le plus approprié au bon endroit et pouvoir la louer très vite. C'est très rapide et à nouveau les menaces peuvent être multiples, donc il faut coordonner tout ça et le numérique, l'intelligence artificielle aide à être plus rapide et plus efficace dans cette coordination. Et vous avez le sentiment qu'il y a vraiment une évolution, le général en parlait, mais on n'est plus dans une logique réactive, mais vraiment une logique prédictive qui fait que vous allez pouvoir mettre des moyens et anticiper réellement la menace? Il y a une notion de prédiction dans la mesure où, grâce notamment au digital et à l'intelligence artificielle, on est en capacité de surveiller des départs de menaces de manière plus systématique et plus continue. Parce que sinon, ça peut solliciter des dizaines ou des centaines de personnes pour tout surveiller en permanence, nuit et jour. Avec l'IA, cette surveillance peut se faire de manière vraiment continue sur un grand nombre de sites et lever des alertes quand c'est nécessaire. Alors, les avions militaires fascinent depuis très longtemps. Dans quelle mesure, là aussi, sur un avion militaire, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour... on parlait de pilote augmenté tout à l'heure avec le général. Expliquez-nous un petit peu cette hybridation, on va dire, entre la machine et entre l'humain. Est-ce que l'avion est une extrapolation pour faire un soldat augmenté? Comment ça se passe? Bon, l'avion, même sans IA, c'était toujours une extrapolation du pilote. Mais on va dire qu'aujourd'hui, le digital et même l'intelligence artificielle pour un pilote, notamment, lui sert à exploiter beaucoup plus efficacement ces systèmes d'armes ou ces capteurs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans un Rafale, accroché sous un Rafale, vous avez une nacelle, une petite caméra qui surveille le sol en permanence. L'avion se déplace et ça peut lui permettre de trouver les menaces et de pouvoir les traiter. Et ben, ces caméras aujourd'hui, balayer une zone qui fait plusieurs dizaines de kilomètres carrés, pour un pilote, c'est pas évident à faire, alors qu'il doit aussi piloter son avion. L'IA va l'aider, va scanner le sol automatiquement avec cette caméra, va trouver les menaces, va lui présenter en lui disant, regarde, là, c'est peut-être ce que tu cherches, et le pilote va pouvoir intervenir pour ses actions. Résultat des courses, il est exposé en zone dangereuse beaucoup moins longtemps, et il a beaucoup plus de chances de rentrer à la base en toute sécurité. Alors, quand je vous écoute, on a le sentiment qu'on a de la protection sur Terre, à un premier niveau dans les airs, et même peut-être au niveau des satellites. On est couvert partout, on est protégé et observé partout avec les nouveaux systèmes qui sont mis en place. Bon, en tout cas, ces moyens existent et il faut les utiliser. La menace peut arriver de n'importe où à n'importe quel moment. Ils sont disponibles. En France, on a notamment ces différents systèmes complets qui se complètent les uns les autres. Donc il faut absolument les exploiter parce que la menace les utilise aussi, d'ailleurs, ces technologies. Donc il faut le faire. Alors vous parlez de la menace, mais une fois qu'on découvre la menace, et le général en parlait également, ce qui se passe au niveau de tous les continents, il faut pouvoir réagir et fabriquer une arme ou une réponse prend quand même quelques années. Vous anticipez, les cycles d'anticipation, ils sont quoi, de 2, 3, 5 ans pour savoir le bon outil qui sera présent? On a vu la fulgurance de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a la capacité de réagir très rapidement aujourd'hui? Mais il y a toujours deux cycles qui s'entremêlent. Il y a les cycles longs où il faut effectivement inventer les nouvelles technologies. Et parfois, on a des vraies technologies de rupture. Aujourd'hui, on parle par exemple de l'intelligence artificielle ou même du quantique. Et puis ensuite, il y a les cycles de mise en œuvre qui sont généralement plus courts. Donc il faut toujours mêler ces cycles pour être à la fois une technologie en avance. Donc là, c'est peut-être, on va dire, une dizaine d'années en avance. Et ensuite, il faut mettre en œuvre, et là, ça se fait sur quelques années, de monter en maturité en opération avec les utilisateurs, donc les militaires, où on fait ça ensemble pour s'assurer que tout fonctionne bien et vite. Et là, ça voudrait dire que vous avez quoi, une visibilité à 3 ans, à 5 ans par rapport aux nouveaux systèmes qui vont être mis en place? Alors, sur la mise en place, vraiment, l'utilisation, oui, c'est quelques années. Et puis sur les technologies de rupture, on va dire c'est 10 à 15 ans. Et on a déjà dans nos laboratoires les technologies de demain. D'accord. Et la vraie rupture, c'est quoi? C'est la technologie ou c'est la vitesse ou le volume d'information qu'elle va permettre de traiter? C'est probablement les deux qui s'alimentent les uns les autres. Donc la technologie, par exemple, comme l'intelligence artificielle, elle est de nature à accélérer les cycles encore plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. On est dans cette situation. Et si on se projette dans 10 à 15 ans, j'ai envie de vous demander, selon vous, quelle sera la plus grande rupture et comment vous voyez un peu la guerre de demain ou alors la protection de demain? Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot positif ou... Comme on disait, les deux vont ensemble. C'est probablement cette prise de... C'est l'effet de masse. C'est-à-dire que, par exemple, l'intelligence artificielle donne les moyens de mettre en œuvre beaucoup plus d'armes, en fait, de menaces en même temps et de systèmes de défense. Cette coordination qui parfois est pas traitable par les humains seuls. Donc les intelligences artificielles démultiplient ces moyens. C'est la profusion, c'est la quantité, la saturation et la capacité à gérer ça qui fait vraiment la différence. Maintenant, enfin, ça commence et ça va durer des années. Alors là aussi, j'ai envie de vous demander, mon général, la guerre de demain, elle ressemblera à quoi dans 10 ou 15 ans? Beaucoup d'avions en l'air, performants. On n'est plus les seuls à avoir des avions performants aujourd'hui. Des avions performants avec des modes d'action élaborés, soutenus par IA aussi en face, et avec, plutôt que le combat individuel qu'on peut voir dans une certaine filmographie, si on regarde ça, une sorte de mythe en fait du duel, on va arriver sur des effets de masse et des combinaisons d'effets.
Et l'IA va être derrière ça. C'est-à-dire, en gros, j'ai un certain nombre d'avions en l'air, de drones, qui ont chacun de capacité, et je vais essayer de combiner ça pour avoir l'effet collectif le plus efficace. Et de comprendre l'intention de la masse qui arrive en face pour la contrer aussi. Je pense que l'IA et la data derrière vont nous permettre d'arriver à ce niveau de maturité et surtout de comprendre et d'être capable d'anticiper et d'interpréter ce qui passe en face en temps réel. Et dans ce contexte-là, et de manière plus politique, est-ce qu'aujourd'hui l'OTAN, cet outil d'après-guerre, est toujours d'actualité ou alors il faudrait qu'il évolue? Qui veut répondre? Je laisse le général. L'OTAN, je rappelle, c'est quand même nous le cadre légitime de la défense collective. La France est membre des pays fondateurs en fait de l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN a le même défi à relever en fait collectivement que la France individuellement. C'est le sujet de la data l'IA. C'est les systèmes de commandement de l'OTAN doivent récupérer de la donnée, être capables de la traiter, de l'identifier. C'est exactement à une échelle différente les mêmes, on va dire, défis ou challenges que l'OTAN doit relever aujourd'hui. La difficulté, c'est pas une difficulté, c'est plutôt le challenge, on va parler positif, c'est de partager en fait les données de toutes les nations de l'OTAN, de les partager, d'en faire quelque chose d'efficace. Voilà, il y a un challenge supplémentaire. Et au sein de l'OTAN, nous, la France, donc on est complètement en phase avec tous les travaux que peut faire l'OTAN de préparation et ainsi de suite. Bien sûr, on se garde une autonomie d'action, comme on l'a dit. Et donc, on développe aussi des systèmes souverains numériques avec nos industriels français, de la BITD, qu'on dit de la base industrielle technologique de défense, des systèmes souverains qui nous permettent aussi de garder l'autonomie décisionnelle et la capacité d'agir seul. Gabriel, un mot de la fin sur l'humain qui est essentiel. Aujourd'hui, les recrutements d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier avec l'intelligence artificielle, où vous êtes obligé à la fois de former, d'accompagner. Comment vous positionnez ? Bon, comme toujours, on forme bien sûr et on accompagne dans le développement de la carrière. Les besoins restent importants. Vous avez peut-être vu une annonce récente de Thales. On a vu ça, oui, qui a fait beaucoup de bruit. Donc, les besoins restent importants à tous les niveaux. Il faut à la fois, on a des questions de production, de masse qui se deviennent de plus en plus importants. Et puis on a aussi beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ingénieurs qui doivent développer ces systèmes qui sont modernes, avancés. Et donc là, on attend aussi des recrutements de personnes qui sont bien qualifiées pour ça. Donc pour qui est fasciné en fait par tout ce qui se passe et par ce futur. Il faut aimer la technologie. Il faut aimer la technologie, mais donc il y a de la place chez Thales. Absolument. Merci beaucoup Gabriel Rangoni. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et surtout télécharger nos podcasts. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.